Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Ephraim. C'est normal, les gens sortent parce que il est tard. Bon, est-ce que... Donc on va se présenter. Ephraim Herrera, que vous connaissez du film, qui est ingénieur du Technion et docteur en islam, en histoire des religions. Et je suis Michael, le réalisateur du film que vous venez de voir. Merci. Euh, pour prolonger pour prolonger un peu ce qui s'est dit avant le film et même pendant le film, euh, voilà, je vais en fait te poser la même question qu'a posée Ilana euh, aux participants. Euh, que que, que peut-on dire de ce qu'aurait dit Manitou aujourd'hui, aussi bien dans notre confrontation avec les descendants d'Ishmaël que dans notre rapport avec l'Europe et l'Occident en général chrétien, descendant d'Ésav? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Attends. Ouais, on va changer. Voilà. Bon, je voudrais féliciter Michael parce qu'il a réussi un tour de force qui n'est pas simple. En général, quand on parle d'un rabbin, on dit comme il était grand, comme c'était beau, etc. Et il a réussi à passer des idées maîtresses de Manitou et en quoi son enseignement est spécifique et riche. Et j'en suis à la troisième fois que je vois le film. À chaque fois, j'apprends. Et je vous conseille, c'est un petit peu des points centraux dont il a parlé et qui demandent une étude. C'est des dizaines d'heures de cours pour chaque point qui a été rappelé ici, et donc c'est important. Maintenant, pour venir à la question, elle a été traitée un peu par Chaim tout à l'heure, quand il a dit qu'il nous a donné des clés. Manitou nous a donné des clés, mais dans le débat précédent, on n'a pas parlé de quelles clés. Alors, j'aimerais donner ces clés spécifiquement à propos de la relation à Ishmaël. Manitou, d'abord, nous a donné une grande clé de tout l'enseignement sur la Gemara, où il a dit que les controverses des sages dans la Gemara ne portent jamais sur la vérité. Jamais sur la vérité, mais sur l'état du monde. Si l'état du monde est A, alors là, halakha est comme tel maître. Si l'état du monde est B, c'est comme tel maître. Et puis, on peut se tromper sur l'époque à laquelle on vit. La plupart du temps, l'erreur de base, c'est on vit l'époque d'avant. Hein, c'est ce qu'on a vu avec le Rav Sadine, sans le citer, il veut rester avec sa galoute et sa Torah tranquille et précieuse. Il a raté le coche, hein, Dieu, il a décidé, on est là, massivement, comme disait Manitou. Et puis, il y a l'autre erreur qui est de vivre l'époque qui n'est pas encore arrivée. Qui n'est pas encore arrivée. Ça, c'est aussi une très grave erreur. Et à propos d'Ishmaël, Manitou nous dit qu'il va faire tchouva. Il suit en ça les rabbins et puis son enseignement de base qui est Masavot Siman Labanim, hein, donc ce qui est arrivé au Havot arrive aux enfants, et on va revivre la même histoire différemment, mais selon les mêmes principes. Et on sait que Ishmaël a mis devant lui Yitzhak. Veikberu, Otto, Yitzhak ve Ishmaël. Et là-bas, Rachid dit, c'est la preuve qu'il a fait Teshuvah. Mais Madinout nous a donné la clé sur cette Teshuvah. Alors d'abord, je dois dire merci à Chaim parce que je l'ai rencontré vendredi et puis il m'a donné la source qui m'intéressait. Je vais vous citer un point. Dans la dernière conférence publique qu'il a donnée en 96, Manitou dit: le Likoud a ouvert la voie aux accords d'Oslo parce qu'il n'a pas eu le courage de dire la vérité. Cette terre est nôtre et ne peut pas être ni la terre ni le pays de deux peuples ennemis. Et il a dit aussi: à court terme, on ne peut que s'inquiéter des illusions de certains. Les Juifs auraient-ils subitement perdu leur intelligence? Les Arabes ne veulent pas la paix. Ils veulent un État OL paix, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et il nous a donné le critère de la Teshuvah d'Ishmaël. Il nous l'a dit clairement. Je vous conseille de lire le dernier livre qui est sorti de Itai Kulin, où il amène toutes les sources en se basant principalement sur les livres de Chaim, mais de manière plus condensée. Et le critère est très clair. C'est justement cette reconnaissance de la préséance d'Israël et de son droit à la terre. Si Ishmaël reconnaît que cette terre est à nous, et il ne dit pas deux pays pour deux peuples,
alors c'est qu'il a fait tchouva. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu que c'est arrivé. Hein? Et alors, il vaut mieux être au courant et ça évite des 7 octobre. Je vais citer Manitou comme il a dit dans son enseignement dans Kimitzion sur la paracha de Kedoshim. Des étrangers se prétendent être les vrais possesseurs de notre pays et nous désignent comme des intrus. Se trouvent investis théoriquement de la protection d'amour donnée par la Torah. Il faut le dire clairement. Cette torsion de la conscience morale, lourde de tendances suicidaires et d'origine galoutique. À force de nous être crus en toute bonne foi chez nous alors que nous étions à l'étranger, nous avons tendance parfois à accorder dangereusement cette même bonne foi à ceux qui, sans détour, se proclament souvent nos ennemis et le prouvent par leurs actes. Alors voilà qu'on a les principes clairs de Manitou et qui nous permettent de lire notre histoire. Aujourd'hui, on ne fait pas parler Manitou, parce que si jamais on dit qu'on ne peut rien en apprendre de ce qui a été enseigné par nos maîtres, alors on ferme tous nos livres. On peut dire la même chose pour Rachi et pour tous les décisionnaires. Non, on a les principes et on les applique, et ils nous ont donné les clés. Et cette clé, elle est claire. Le jour où Ishmaël, où l'islam dira « cette terre vous appartient » et on ne veut pas aussi d'un État palestinien en même temps, et qu'ils nous reconnaîtront cette préséance, alors on pourra dire qu'il a fait Teshuvah. Et que, euh, que réponds-tu ou que dis-tu au Rav Cherki qui n'est plus là pour intervenir, mais lorsqu'il il se rappelle que Manitou lui a dit que puisqu'on a vu une certaine tchouva dans le monde chrétien, on ne sait pas comment ça va se passer, mais il y en aura une dans le monde musulman. J'ai dit que je suis parfaitement d'accord. On a été ensemble avec Manitou dans les années 80. On avait fait un petit séminaire. Il y avait le Rav Uri Cherki, il y avait Eliezer qui passe ici, il y avait Dan Beheri. Et on a demandé à Manitou de nous faire un cours sur l'islam. Et on en a discuté longuement. J'ai encore les textes écrits. Et David Cherki a encore les cassettes. J'attends de les attraper chez lui. Mais je lui en ai parlé après. Je lui ai dit le fait qu'il y ait des discussions avec des pays musulmans, qu'on fasse des accords selon des intérêts politiques, très bien. Le fait qu'il y ait des discussions avec des imams qui disent, qui nous reconnaissent ce droit à cette terre, très bien aussi. Mais de dire, de donner le faux espoir que ça y est, que les 2 milliards de musulmans ont fait échouva, certainement pas. On a vu que les sages de El Azhar, qui est l'université de base de la tradition sunnite orthodoxe, ont félicité le Hamas pour ce qu'il a fait. L'union des sages de l'islam qui s'est réunie au Qatar a fait la même chose. Donc on est très, 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 très loin. Alors, j'en ai discuté juste maintenant avec Uri, hein, il n'est pas là, donc j'ai la main, j'ai le jeu facile, mais quand même, je lui ai dit, attention, les 4 grandes écoles du sunnite et le chiite duodécimain d'Iran a une position qui est anti-Israël et qui nous considère comme les pires ennemis de l'islam. Donc on est encore loin d'arriver. Le fait que ça va se passer, bon, espérons. Espérons que ça se fasse vite, mais pour l'instant, on n'y est pas. Alors pour ceux qui ne savent pas encore, Ephraim est l'auteur de 2 livres sur la pensée de Manitou qui s'appellent Les Étincelles. C'est des citations triées par chapitre. Voilà. Et je crois que tu prépares un nouveau livre, Étincelles, mais celui-ci sera différent des autres. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça aussi, c'est grâce à Chaim et grâce à Eliezer, parce qu'un jour, ils sont passés à la radio, les deux, et puis ils ont discuté, et puis la dame qui interviewait leur a demandé qu'est-ce qu'il y a comme livre de base pour accéder à mes trucs, puis ils n'ont pas cité les étincelles. J'ai dit, comme c'est bizarre, ils les ont reçus. Et puis après, j'ai dit, attends, s'ils ne l'ont pas dit, ça veut dire qu'il y a un problème chez moi, pas chez eux. Et je me suis aperçu que les étincelles étaient désordonnées dans les 2 premiers chapitres, dans les 2 premiers. Donc j'ai fait maintenant un long travail de plusieurs années. J'ai récolté 1 millier de sources et que j'ai ordonnées par grand thème et par chapitre. Et donc on a une introduction à la Torah. Moi je dis pas la Torah de Manitou, j'aime pas parce que la Torah de Manitou, comme l'a indiqué Eliezer, c'est la Torah ancestrale. Il y en a une seule de Torah et Manitou, son génie, ça a été de la formuler dans un langage qui est actuel. Et si tu as déjà rappelé ça, alors moi je rappelle et je conseille de voir le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sur Shoshani, qui est un chef-d'œuvre qu'a réalisé Michael. Et voilà.
C'est amusant, hein, deux films sur deux personnes qui se sont connues. Et Shouchani et Manitou se sont connus. Et d'ailleurs, dans le film sur Shouchani, on voit Manitou, on l'entend un petit peu, mais voilà, j'ai pas approfondi. Mais ça s'est mal passé, je crois, à Orsay. Je crois Enfin, que je vais te dire, je crois, après avoir, Manitou a renvoyé Shouchani ouais. d'Orsay. Je vais te dire, à mon avis, après avoir vu ton film, je crois que j'ai compris quelque chose. Vas-y. Alors, je vais le dire, mais c'est vraiment une interprétation à moi personnelle. La méthode de Shoshani, c'est de détruire la personne. Et de là, qu'elle se construise. Et pourquoi il la détruit? Parce qu'elle n'est pas au niveau où elle doit être. Elle n'a pas réalisé son aide. Donc on casse. Et Manitou, il dit, attends, tu fais des dégâts. Tu fais des dégâts avec ça, c'est pas une méthode. La méthode doit être de les construire à Midou Tamidi Marbet, comme l'a rappelé Eliezer. Maintenant, peut-être que, comme Shoshani, c'est quelqu'un d'intelligent, alors peut-être qu'il s'est dit, après la Shoah, il n'y a pas d'autre choix. Il faut monter des gens hyper solides qui vont tenir le coup de la claque. Euh, Alors, mais ils étaient voilà, mais évidemment Manitou disait il était fous. 100% fou et 100% Sans- génial, et il a pris de chez lui. Il y a des endroits où il dit, mon maître, Non, non, Shoshani. Donc, c'est deux personnalités très différentes et leur Torah est différente, etc. Mais, alors, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, chez les deux, il y avait un petit goût de la provocation, ou plutôt aimer un peu bousculer les idées. Et, euh, et d'ailleurs, lorsque Manitou s'en prend, par exemple, au consistoire, au grand rabbin de France, je me souviens, j'avais entendu une fois Manitou dire quelque chose comme quoi le grand rabbin de France n'était pas assez sioniste. En France, évidemment, il disait ça. Et il y avait de ça aussi, mais en puissance 1000 peut-être, chez Chouchani, qui lui, carrément traitait les gens d'idiots, d'ânes, voilà. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais non, je crois que c'est un Manitou, aspect ce qui qu'il n'apparaît pas trop dans le film, mais parfois il bousculait les non, gens, je crois hein. que chez Manitou, le critère était très simple. C'est voilà comment la Torah juge. Et ça, on va le dire. Et si jamais le rabbin, le consistoire accepte le modèle napoléonien où Israël s'est réduit à une religion et on est des Français, donc on est des assimilés, même si on a une grande kippa et une grande barbe, ça passe pas et c'est pas possible parce que c'est une déviation de la Torah et c'est très grave parce que quelqu'un qui fait une faute, quelqu'un c'est le Maharal, hein, Manitou, comme il a dit Chaim, après il est revenu au Maharal. Le Maharal le dit très clairement dans une des introductions d'un de ses livres. Une petite déviation chez les sages, c'est beaucoup plus grave qu'une faute grave chez tout un chacun. Parce que ça pose sur la Torah elle-même et donc sur le projet du monde. Et c'est beaucoup plus grave. Et à ce moment-là, le Chacham a l'obligation de s'énerver. Hein, Talmid Chacham, Shenonokem, Venoter, Kanachash, et non Talmid Chacham. Tu racontes dans le film un épisode où il était en colère contre toi, mais en fait, c'était contre ce que tu disais. Tu remettais en cause Je ses remettais en cause la sources. tradition. Il a reçu d'un maître, il me le dit. Quoi, je m'étonne, je vais dire qu'il n'a il a pas reçu et ce qu'il dit, il l'invente. Manitou, chaque fois qu'il a fait un chidouche, il disait j'ai pas de source. Si vous trouvez, envoyez-moi un télégramme. Ça veut dire voilà, ça c'est un chidouche à moi. Et en plus, chaque fois qu'il avait un chidouche, il le faisait vérifier par ses maîtres. Hein, il a donné l'exemple avec un chidouche qu'il avait sur Masechet Brachot. Et donc il avait cette modestie aussi. Dans quel contexte? Comment tu l'as rencontré, Manitou? Oh ben moi, c'est un peu comme Chaim, j'allais à l'éperon et, et je comprenais rien, mais j'ai compris qu'il fallait comprendre. Et puis, et surtout, ce que j'ai vécu, c'est quand je lui ai proposé d'écrire un article sur la Shoah. Et il a discuté, il a beaucoup réfléchi. Après, il a dit, jusqu'à présent, on ne pouvait pas parler, mais du fait qu'il y a des rabbins qui parlent, alors moi, je suis obligé de parler, parce qu'ils disent des bêtises. Et donc, il a fallu qu'il se mesure. Et donc, j'ai eu cette chance, ce privilège de travailler avec lui plusieurs fois par semaine pendant des mois. Et là, j'ai vu tout ce qui a été dit dans le film. Une, sa chorma. Deux, sa modestie. Moi, j'étais culotté, hein, j'étais israélien. Là. Je lui ai dit, tu fais un plan, et ce plan, on le donne en critique. Au Rav Berry, au Rav Zini, au Rav Aviner. Et une fois que tu as fini le plan, tu écris, on redonne en critique. Je crois qu'il a accepté 95% des remarques. Il a corrigé le texte avec ça. Donc, c'était fantastique. Et puis après, quand on vit auprès d'un Talmid Chacham, alors on comprend ce que ça veut dire les Shamesh Talmid Chacham. Parce qu'on voit comment il vit, comment il répond au téléphone, comment il parle avec Bambi. C'est quelque chose de phénoménal. Et depuis que tu as écrit donc là Les Étincelles, est-ce que comment tu
comment tu comprends d'abord l'engouement, c'est un peu la question du film, hein, de base, le réveil d'intérêt en Israël parmi les jeunes Israéliens. Comment tu vis ça? Comment tu comprends ça? D'abord, c'est la vraie Torah. Ça, c'est une chose, et c'est ce qu'a dit Eliezer. C'est la Torah telle qu'elle a été transmise depuis la nuit des temps. C'est la parole des Nevi'im qui a été transmise par les Mekoubalim et qui est dit dans un langage universitaire, selon, pour employer les termes de Manitou. Et je crois que ça n'aurait pas pu se faire sans le travail énorme qu'a fait Chaim en hébreu. Parce que ce qu'a fait Chaim, les livres, ils sont difficiles d'accès. Comme ça, je le vois. Ils sont difficiles d'accès. Mais ça a touché les maîtres de la génération. Quand il y avait jeudi soir le Rav le Rosh Yeshiva de Yerucham, quand lui, c'est ou quand le Rav Rema Cohen a appris et tout d'un coup il a compris la force, alors il le transmet à ses élèves, alors ça diffuse. Donc il fallait faire ces livres qu'a fait Chaim, qui sont d'un haut niveau, qui ont permis le passage par le biais des maîtres, qui après l'ont redit. Et puis il y a le travail de Houri, qui a dit dans un langage qui parle aux Israéliens parce qu'il est venu jeune ici, il les connaît bien, il le vit. C'est fantastique. Moi, j'ai une question à toi. Qu'est-ce qui a travaillé quand tu as fait ce film? Comment tu percevais Manitou avant et comment tu le perçois maintenant? Alors bon, moi j'ai une histoire différente de la tienne, puisque j'ai pas bien connu Manitou, mais j'ai quand même assisté à quelques conférences. Et j'ai une anecdote que j'ai déjà racontée, donc pardon si vous l'avez déjà entendue, mais en fait j'ai étudié au Marcon Meir lorsque j'ai fait l'ALIA ici. Et il donnait une conférence, c'était une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, je ne me souviens plus trop, c'était sur le Bereshit, Sefer Bereshit, sa fameuse explication des Toladot. Et c'était passionnant, et il n'autorisait pas de questions pendant le cours, Manitou. Et le dernier cours de l'année était consacré cette fois aux questions. Il avait demandé, on avait tous pris des notes, plus ou moins, et voilà, il avait dit préparez vos questions. Et donc, j'avais préparé une ou deux questions. Et bien, justement, alors on parlait de son côté parfois un peu brusque ou un peu dur. Il m'a, on va dire, répondu durement, on va dire. Je me souviens plus exactement des termes, mais ça devait être du genre, bon, t'as rien compris, ou quelque chose comme ça. Bon. Et à ma grande surprise, quelques jours plus tard, sa secrétaire a cherché à me contacter pour me dire que Manitou souhaitait me revoir. Me revoir en disant, voilà, le jeune homme qui a posé telle ou telle question, j'aimerais le revoir. Bon. Et donc, on a fixé rendez-vous, mais figurez-vous que ce rendez-vous a été repoussé parce que Manitou était malade. Il a été repoussé une fois, deux fois, trois fois. Finalement, il n'a jamais eu lieu et il est mort après 96. Donc, ce que je dis, c'est que je reste avec cette interrogation. Que voulait me dire Manitou? Et donc, et donc, je pense que c'est ça qui m'a poussé à faire ce film. Et voilà, et à chaque fois que je lis une étincelle ou que j'entends un Dvar Torah ou que je lis, je me dis, voilà, peut-être que Manitou voulait me dire ceci ou cela. Voilà, c'est une recherche. Voilà. Peut-être qu'ils ont des questions. Bon, il est tard. Si vous avez une dernière question, si vous avez une question, on est là pour y répondre. Sinon, on va clore. Bonne soirée. Merci à tous.